Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour vous présenter le premier rapport de notre affaire à tous Lyon, qui porte sur les pôles régionaux environnementaux et qui vise à faire un état des lieux de cette nouvelle institution spécialisée dans la protection du vivant. Je vais laisser la parole à Jérémy pour quelques mots d'introduction. Et puis, nous passerons à la présentation du rapport. Merci beaucoup, Léna. Je ne serai pas long. Je voulais juste vous remercier toutes et tous d'être présentes et attentives à ce sujet dont on va parler aujourd'hui, mais qui est important, qui n'est pas qu'un sujet technique et structurel. Et donc, voilà, on verra plein de choses intéressantes ce soir. Et donc, un énorme merci évidemment à Léna qui a coordonné ce travail. Je voulais d'abord en dire un mot sur la forme, parce que je trouve que c'est très emblématique de ce que fait notre affaire à tous et de ce qu'essaye de faire notre affaire à tous, c'est-à-dire déjà de partir d'un portage bénévole. Et donc là encore, un très grand merci à Léna et à l'équipe de Nat Lyon, voilà, qui a imaginé initialement ce travail. Et puis après, un démarrage et un défrichage grâce à des étudiants et des étudiantes que je remercie. Certaines et certains sont peut-être là ce soir. Et j'en profite aussi pour remercier Christelle Cournil de Sciences Po Toulouse qui nous donne la possibilité justement de travailler avec ces groupes d'étudiants et d'étudiantes régulièrement. Et puis ce défrichage fait, et puis ce premier travail réalisé, on a comme toujours réussi à trouver l'appui d'experts, d'expertes, de professionnels extrêmement qualifiés qui nous ont permis de finaliser ce travail pour pas écrire de choses trop approximatives. Et on y tient beaucoup à Nat quand on publie des choses d'être précis et de sortir des travaux sérieux. Et je crois que c'est le cas à nouveau grâce justement à ces experts et expertes qui ont bien voulu partager leur temps et leur expertise pour viabiliser ce qui vous sera présenté ce soir. Et puis, bien sûr, finalement, la promotion de ce travail-là par l'association, on est très, très heureux de pouvoir le faire ce soir avec voilà, un très beau contenu. Et puis, sur le fond, je ne vais pas m'y attarder parce que tout ça fera partie justement des présentations et je remercie au passage les fidèles soutiens et participants et participantes en la personne, en les personnes de Vincent Delbos et de Juliette Guittard qui, comme souvent, répondent présents pour venir dialoguer aussi sur le sujet. Et on a cette chance d'avoir Vincent Delbos qui nous dira son rapport très particulier au PRE, mais il vous en dira plus. Et donc, juste sur le fond, ça vous sera présenté, mais voilà, cette bonne idée qu'étaient les pôles régionaux environnementaux est pour l'instant très loin d'être mise en œuvre à sa juste valeur et à sa juste utilité. Alors, vous me direz que c'est toujours pareil avec la société civile, on passe notre temps à demander plus de moyens tout le temps, sur tout, etc. Et je voulais juste vous partager un chiffre qu'on a appris il y a pas longtemps d'une personne qui suit un petit peu les contentieux climatiques et environnementaux à la London School of Economics et qui nous disait qu'en Chine, il y avait plusieurs centaines de tribunaux spécialisés en environnement. Voilà, alors comme on aime bien et à juste titre souvent critiquer un certain nombre de choses liées à la Chine, voilà, c'est aussi de Chine que nous viennent aussi des informations de ce type-là qui permettent d'interroger en miroir les moyens que nous on se donne alors qu'on se pense parfois très exemplaire en matière environnementale. Donc voilà, je suis pas plus long, je vous laisse avec cette idée-là. Et puis surtout entrer dans le vif du sujet. Je te redonne la parole, Léna. Oui, merci Jérémy. Bon, et ben, nous allons commencer par une présentation du rapport. Toute l'histoire part d'un stage au PRE de La Rochelle, dont je remercie l'assistante spécialisée environnement Marina Pionchon d'avoir bien voulu m'accueillir, où j'ai pu découvrir des pôles spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement, autrement dit PRE. D'un côté, j'ai découvert une juridiction qui était extrêmement bien reliée aux administrations instructrices et qui disposait d'un personnel qualifié en matière d'environnement. Mais de l'autre, j'ai pu entendre une procureure qui, à son grand désarroi, ne pouvait consacrer qu'une infime partie de son temps
au contentieux environnemental et une institution qui était relativement méconnue du grand public et des avocats. Cette découverte, je l'ai faite dans un contexte de chiffres qui sont tous plus alarmants les uns que les autres. Les profits tirés de la criminalité environnementale se chiffrent à 30 à 70 milliards d'euros par an et les infractions environnementales représentent la quatrième activité criminelle dans le monde et ceci, c'est une tendance en augmentation de 5 à 7 annuellement. Face à cela, en France, seulement 1% de l'ensemble des infractions traitées entre 2015 et 2019 traitaient du contentieux environnemental. Partant de là, nous avons souhaité réaliser avec la clinique juridique de Sciences Po Toulouse un rapport. Le temps de travail s'est déroulé de janvier à avril 2025 et pour cela, nous avons mené des interviews de terrain, nous avons analysé des rapports et des articles de doctrine. Et c'est de là qu'est né le rapport 50 PRE, état des lieux d'un nouveau pôle judiciaire spécialisé pour la protection du vivant. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur ce rapport au regard du temps qui nous est imparti, mais je voudrais revenir sur les 10 recommandations qui accompagnent d'autres explications sur le fonctionnement des PRE et notamment sur la coordination des acteurs. Je ne reviendrai pas sur cette coordination des acteurs, mais je vais passer aux recommandations. La première des recommandations qui nous a paru la plus importante, c'est l'information et la sensibilisation des avocats et du grand public à l'existence des pôles régionaux environnementaux. En effet, on se rend compte que le volume du contentieux environnemental qui arrive devant les PRE n'est pas forcément à la hauteur, mais parce que cela découle d'une méconnaissance de cette institution. La deuxième recommandation porte sur un des piliers fondamentaux des PRE, que sont les magistrats et magistrates, qui n'ont actuellement pas le temps de consacrer suffisamment qui ne consacrent pas suffisamment de temps, au contentieux environnemental comme ils le souhaiteraient. Nous proposons ainsi de spécialiser un binôme de magistrats à 100% sur le contentieux environnemental. La troisième recommandation est dédiée tout particulièrement à Juliette Guittard, puisque nous souhaitons pérenniser le statut des assistants spécialisés et des attachés de justice environnement, qui n'ont actuellement qu'un métier contractualisé. La plupart du temps, c'est un métier de transition qui n'est pas à la hauteur des qualifications qui sont requises pour ce métier-là. Parlant de moyens, parlant de justice, de moyens humains, la quatrième recommandation porte sur les effectifs et les moyens matériels au sein des services d'enquête spécialisés. Pour la petite anecdote, quand j'étais en stage, j'ai pu rencontrer des gardes du littoral qui mettaient toujours des amendes sur des carnets de timbres-amendes papier parce qu'ils n'avaient pas reçu le matériel. Et c'est une anecdote qui est symbolique du manque cruel de moyens au sein de la justice. La cinquième des recommandations porte sur la cosaisine principalement. La cosaisine, c'est un mécanisme par lequel des services d'enquête spécialisés vont agir en coordination avec des services d'enquête généralisés, et ce, afin d'avoir plus de moyens d'enquête et de pouvoir aller plus loin dans leurs enquêtes. Cette cosaisine, elle est essentielle au fonctionnement des PRE. Elle est essentielle, mais ce n'est pas le seul moyen qui est essentiel au PRE. Les audiences environnementales dédiées sont également nécessaires au bon fonctionnement des PRE. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des audiences, des temps d'audience banalisés dans lesquels sont traitées uniquement des affaires environnementales. Et cela permet d'éviter que les affaires environnementales se retrouvent aux côtés d'affaires de droit commun. La septième recommandation porte sur un budget, encore et toujours un budget, qui doit être adapté et transparent au PRE. Quand nous avons réalisé les recherches avec les étudiants de la clinique de Sciences Po Toulouse, nous avons trouvé très très peu d'informations sur ces budgets.
La huitième des recommandations porte sur les Colden, autre institution essentielle au PRE. Colden, ce sont des comités de lutte contre la délinquance environnementale, comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, pardon. Et ce sont en quelque sorte des réunions lors desquelles se retrouvent tous les services administratifs et une partie des services judiciaires pour parler des affaires en cours. Ce sont donc des temps institutionnels précieux qui doivent être maintenus, pérennisés et qui doivent impliquer l'ensemble des acteurs activement. La neuvième des recommandations, avant-dernière, porte sur les territoires ultramarins et fait lien avec le travail de notre affaire à tous sur les inégalités environnementales. En effet, au cours de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que les territoires ultramarins n'étaient pas forcément dotés de PRE ou n'étaient pas dotés en personnel pouvant animer ces PRE. Il est donc essentiel que le législateur se penche sur ce point et le gouvernement également. Et enfin, la dixième des recommandations, et je m'en arrêterai là, porte sur une autorité environnementale qui pourrait permettre de mener des études statistiques approfondies sur les PRE. Voilà. Et je vous remercie et je passe la parole directement à Vincent Delbos. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais remercier Jérémy pour ses mots d'introduction et puis Léna et toute l'équipe pour le travail qui a été fait. C'est une approche qui est très très intéressante de pouvoir avoir une forme d'évaluation citoyenne qui soit faite de quelque chose qui est de fait assez institutionnel. Ce qu'on m'a demandé de vous présenter, c'est d'où ça vient, les PRE en quelques minutes, et de vous expliquer qu'à l'époque, aujourd'hui je suis magistrat retraité, j'étais à l'inspection générale de la justice et avec deux de mes collègues, Daniel Etzenhofer et Delphine Agoguet, et puis deux inspecteurs du Conseil général de l'environnement et du développement durable. On avait été saisi d'une mission d'évaluation sur les rapports entre justice et environnement, parce que les deux ministres, alors du côté de l'environnement, ça a beaucoup changé, mais du côté justice, c'était Nicole Belloubet qui était garde des Sceaux. Il y avait l'idée que finalement la justice n'était pas forcément à la hauteur et il fallait essayer de pouvoir arriver à appréhender quel type de relation on pouvait tisser entre les problématiques environnementales et puis le système de justice. Une lettre de mission qui finalement était assez ouverte et on a démarré en faisant beaucoup d'entretiens avec des constats quantitatifs qui étaient absolument catastrophiques. Voilà, le 1% ou 1 à 3% des contentieux, aussi bien en matière pénale qu'en matière civile, c'était des atteintes à l'environnement. C'était manifestement en dessous d'un seuil de visibilité, d'appréhension de ce que, au même moment, en 2019, se crée ce consensus pour dire en fait la crise écologique, la triple crise écologique, on pourrait dire quadruple crise écologique, climatique, sur la biodiversité, sur les pollutions et sur la désertification. Bah, il y a des politiques publiques, mais les citoyens, les entreprises, ceux qui sont pris là-dedans, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à faire valoir leurs droits? Euh, et, et en fait, cette crise, elle est génératrice de tout un tas de tensions sur lesquelles il faut de la régulation. Et la régulation, dans un état de droit, c'est le système de justice qui vient l'opérer. Et donc assez rapidement, la question qui s'est posée à nous, c'était finalement comment est-ce qu'on fait pour changer de paradigme. Et changer de paradigme, ça voulait dire remettre au cœur de
tout ce qui se passait, qui était complètement fragmenté, cloisonné, dispersé, avec une organisation judiciaire qui soit un peu le cœur de tout un dispositif un écosystème judiciaire que le législateur a appelé plus tard la protection judiciaire de l'environnement, allant d'une spécialisation accrue des systèmes d'enquête jusqu'à des mécanismes d'exécution et de réparation. Ça a été évoqué, la question de l'exécution, et puis je pense qu'on va en reparler, on va en reparler plus tard, avec au centre une juridiction spécialisée, inspirée beaucoup de ce qui s'est passé à la Libération en 1945 sur la juridiction des mineurs, la juridiction des enfants. Il y a un préambule. Je vous renvoie à ce rapport qui est public, qu'on cite. Il y a un préambule qui dit que finalement, la société, elle doit s'occuper de l'enfance délinquante, aussi bien dans la prévention, qui doit être privilégiée à tout moment, que par l'utilisation en ultime recours à la répression, mais aussi à pouvoir arriver à remettre des enfants délinquants, comme on disait à l'époque, sur une bonne trajectoire. Tout ça, effectivement, avec des guillemets. Et donc, on a conçu un dispositif qui était avec au centre une juridiction qui était une juridiction qui avait une fonction un peu attrape-tout, c'est-à-dire de prendre l'ensemble des atteintes à l'environnement à charge pour les procureurs de ces juridictions de venir faire le tri de ce qui relevait de médiation en amont, qui relevait d'un traitement pré-pénal, de ce qui, par contre, nécessitait des enquêtes, des investigations lourdes, avec des services d'enquête spécialisés, en s'appuyant notamment sur l'OCLAEPS, mais aussi avec une référence qui était ce service spécialisé qui avait été créé pour les infractions en matière douanière. Et on a fait cette proposition au cabinet de Nicole Belloubet, qui tout de suite a dit oui, c'est intéressant, on prend. Il faut absolument que on fasse quelque chose, peut-être pas dans la configuration que vous imaginez dans votre rapport, mais qu'on pose une base de pôles régionaux environnementaux. C'est comme ça qu'ils se sont appelés. Et il s'est trouvé qu'au moment où cette discussion a eu lieu, il y avait un texte qui était en train d'être discuté à l'Assemblée nationale, qui était le projet de loi sur le parquet européen et diverses dispositions sur la procédure pénale. Et donc la garde des Sceaux a proposé 10 amendements gouvernementaux portant création des pôles régionaux environnementaux, avec une compétence en matière pénale pour les affaires environnementales complexes, les infractions issues du Code de l'environnement, mais aussi d'un certain nombre de codes ruraux, forestiers, miniers, j'en oublie, et les infractions connexes. Et qui, en même temps, ces amendements prévoyaient que les régimes de responsabilité, c'était plus une compétence d'exception liée à la complexité de l'affaire, mais une compétence de droit commun en matière de réparation du préjudice écologique, ainsi que de un ensemble de régimes de responsabilité, notamment un régime de responsabilité issu du droit de l'Union européenne. Ce qu'il y avait de tout à fait intéressant, c'est dans ces 10 articles, 15 à 25 de la loi du 24 décembre 2020, c'était qu'en même temps, il y avait la création de la Convention judiciaire d'intérêt public environnemental, la CJIP environnementale, qui a beaucoup prospéré depuis. Qu'il y avait des dispositions qui donnaient des ouvertures sur
les assistants spécialisés. C'est-à-dire, c'est pas simplement des pôles qu'on crée, on leur donne de la compétence, on leur donne de la compétence technique. Mais ce qu'il n'y avait pas, c'était, et c'est des recommandations de votre rapport, c'est un vrai statut pour les magistrats qui opèrent dans les pôles régionaux environnementaux, à l'instar de ce qui existe, par exemple, en matière de juridiction spécialisée, comme le parquet national financier ou comme les juridictions interrégionales spécialisées. Bref, euh, euh, ça c'était un maillon manquant et c'est toujours un maillon manquant. Pourquoi c'est important, cette question statutaire? Parce que la question statutaire, elle vient dire qu'il y a du temps dédié de droit pour s'occuper des affaires dont est saisi le pôle régional environnemental. C'est un socle. C'est un socle qui a été posé et qui est en cours de déploiement. J'essaie de dire ça sans trop de langue de bois parce que en même temps, je crois que on voit que il y a eu des choses qui se sont passées à partir de la mise en place de ces PRE. Notamment, par exemple, la CEGIP, elle a connu un certain nombre de développements qui sont assez intéressants. Il y a eu l'école d'Aisne qui se sont mis en place un peu tardivement, mais euh, qui se sont mis en place et que donc quand il y a un sujet d'une atteinte à l'environnement qui se pose sur un territoire, euh, à la fois dans le temps de la crise, mais aussi un peu en amont, il y a des discussions et des échanges qui se font. On sort un peu du travail en corridor. Ça, c'est plutôt une avancée. La gendarmerie nationale a créé un dispositif qui s'appelle le Cézanne, qui est en fait un centre qui permet, une structure qui permet de pouvoir avoir une connaissance assez en amont de enjeux environnementaux qui se présentent, qui se posent, et, euh, et qu'en fait, si on n'a pas changé de paradigme, en tout cas, on a posé les bases pour pouvoir euh, y aller dans le changement de paradigme. Avec un point, et je terminerai là-dessus, que, que vous avez souligné comme étant votre première recommandation, qui est l'information sur les PRE. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément suffisante. Euh, c'est vrai que de la part du citoyen ou de la citoyenne vous allez dire, les gens, comme on dit, ben, c'est pas très connu comme institution. La part des avocats, euh, c'est en train de changer. Et ça, je trouve que c'est un signal très positif. Il se trouve que avec l'école de formation du barreau de la Cour d'appel de Paris, ça fait 2 ans là que je conduis un cycle sur les stratégies contentieuses en droit de l'environnement. Il y a des espèces de brigades là, qui sont en train de se constituer d'avocats qui sont prêts à y aller et à investir les PRE. Le Conseil national des barreaux a mis en place un groupe de travail sur l'environnement qui pousse, qui mobilise, qui sensibilise la profession. Parce qu'en fait, euh, certes, la clé de succès de la spécialisation, elle vient de l'ancrage dans l'organisation judiciaire, mais elle vient aussi de la façon dont des affaires peuvent être apportées devant ces juridictions pour les faire vivre. Un point que j'ai complètement oublié, c'est le nombre de PRE. Il y en a un dans chaque cour d'appel, et c'est un point quand même très important, sur lequel, là-dessus, on avait fait cette proposition, on n'était pas sûr d'être suivi. Et la garde des Sceaux de l'époque a tout de suite percuté sur l'argument de la proximité. Les contentieux environnementaux, ce n'est pas des contentieux qui doivent être loin. Donc, avoir une structure nationale, comme quand on est dans des enjeux de criminalité organisée, de narcotrafic, de terrorisme, qu'il y ait une juridiction nationale, ça se justifie pleinement.
Le contentieux de l'environnement, c'est d'abord un contentieux de la proximité. C'est un contentieux de questions qui touchent la vie quotidienne des gens, la vie quotidienne des citoyens. Et donc pour ça, il faut que l'accès à la justice il soit facilité. Il y avait une pierre qu'on avait mis en amont et puis qui a un peu de mal à prospérer, qui était de constituer des lieux d'accès à la justice environnementale, des points d'accès à la justice environnementale. Ça se développe par endroits, c'est pas suffisamment repris, mais en tout cas, le maillage territorial qu'il y a, il est, je crois, là aussi une des clés une des clés de la démarche. Merci encore en tout cas pour ce travail qui est très intéressant et merci à Christelle Cournil aussi d'avoir encadré ce travail. Je crois que le lien qui peut se faire entre les professionnels du droit, toutes les professions du droit, les magistrats, les avocats, mais aussi les notaires et les huissiers, et puis le monde universitaire et les étudiants, c'est extrêmement précieux pour pouvoir arriver à faire avancer cette idée que face à la crise, face à la triple crise, quadruple crise planétaire qu'on est en train d'affronter, il faut qu'on puisse avoir euh, des, euh, des institutions qui soient fortes et qui soient des institutions dans lesquelles il y a une grande confiance ce qu'elles peuvent, dans ce qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est un peu l'affaire de tous et de toutes. Merci beaucoup sur ces belles conclusions. Et puis, je vais tout de suite passer la parole à Juliette pour une prospective des PRE. Juliette, éventuellement, tu pourras m'indiquer quand est-ce que tu veux que je change la slide. Oui, très bien. Merci beaucoup, Léna. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à Monsieur Delbos qui vient d'intervenir, ainsi qu'à l'équipe de notre affaire à tous. Et voilà, donc merci. Je veux essayer d'être bref. Je me suis calée 10 minutes. Je voudrais surtout remercier déjà, dans un premier temps, l'équipe PRE, parce que je viens là aussi en tant que représentante de tous les PRE, parce qu'on est plusieurs, évidemment, comme ça a été dit, il y a un PRE par cours d'appel. Donc là, on va essayer de faire une petite vision générale de ce qui peut se passer entre théorie et pratique au sein des pôles régionaux de l'environnement. Après, je dirais ce que moi je connais au sein de là où je travaille, donc au pôle régional de l'environnement d'Amiens. Et comme voilà, on n'est pas encore tous sur une harmonisation, je dirais, au niveau national de la politique pénale environnementale, puisqu'après, elle dépend du procureur du tribunal judiciaire. Je parlerai de ce que je connais, mais encore une fois, je suis là au nom d'un travail qui est quand même d'équipe, du fait d'un lien très régulier et bienveillant avec tous les attachés de justice et assistants spécialisés des autres PRE. Ça étant dit, oui, théorie pratique, parce que c'est vrai qu'on est content et que les PRE existent, je pense, aujourd'hui, pas grâce à tout ce travail de fond qui a été fait dans les années qui ont précédé donc la loi du 22 décembre de 2020 et qui a été donc expliqué par M. Delbos. Cela étant, on voit qu'on est encore aujourd'hui, 5 ans après, et comme c'est bien expliqué dans le rapport, tu peux laisser les notes. On voit qu'on est encore dans une pratique et comment on essaye de mettre en place vraiment des réflexes au sein de la magistrature et de l'équipe autour du magistrat. C'est comme ça qu'on va appeler les gens qui travaillent donc autour des magistrats, donc les attachés de justice, en l'occurrence assistants spécialisés. Et donc que ce soit des réflexes en matière environnementale, et donc quand on dit environnemental, on indique droit pénal, droit de la procédure pénale, droit administratif de l'environnement et droit civil, ce qui fait quand même un bon socle de connaissances à avoir et on implique aussi les réflexes de coordination, parce que la particularité des PRE, c'est cette coordination entre l'action judiciaire et l'action administrative. Là où c'est intéressant, évidemment, parce qu'on est en lien avec beaucoup de partenaires, donc des DREAL, des DTT, des DTM, des DPP, etc., l'Office français de la biodiversité, qui vont donc connaître, eux,
pour surtout les services de l'État, le droit administratif, là où le parquet, lui, a la main sur tout le pénal. Et tous ces réflexes-là, voilà, ils grandissent, il y a un certain essor aussi de par une connaissance des PRE, de sensibilisation, et voilà, ce genre de rapport-là, comme qui est présenté ce soir, va permettre d'en connaître aussi les tenants et aboutissants. Mais c'est encore en train, voilà, comment dire, oui, d'infuser nos institutions judiciaires. Et voilà, donc c'est un travail, ce que je veux dire, qui prend du temps. Et là où on sait qu'à l'ENM, la formation des magistrats aujourd'hui et de magistrates, il n'y a pas de formation spécialisée en environnement. Il y a un cycle approfondi sur la justice environnementale qu'il faut souligner, qui est une formation à laquelle on peut, nous aussi, en tant qu'attachés ou assistants spécialisés, assister, enfin, et suivre, qui est organisé par l'ENM, mais c'est après l'école. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Et il faut vraiment dire que le terrain des PRE, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénal. Là où parfois, c'est vrai que si on est publiciste, moi personnellement, j'ai fait du droit européen international, j'ai pu faire une préparation qui m'a préparé au pénal. Si on n'a pas tous ces réflexes, en fait, qui sont du concret de la procédure pénale, pour à répondre pénalement à des procès-verbaux qui nous viennent, c'est vrai que c'est un manque, et on voit bien qu'au parquet, c'est un prérequis essentiel. Ensuite, ce qui est important aussi de dire pour les PRE, et c'est bien dit dans le rapport, c'est que selon les PRE, on ne va pas avoir les mêmes enjeux environnementaux, d'où aussi le fait qu'effectivement ça a été pensé pour que ce soit très localisé, puisque c'est du quotidien pour les citoyens, mais c'est aussi pas le même quotidien selon là où on habite. On va avoir, par exemple, moi là où je travaille, au PRE d'Amiens, beaucoup de dossiers sur le droit. Nous avons perdu Juliette. Attends. Le petit bug. Vous m'avez perdu où? Tu étais en train de parler des variables, des enjeux environnementaux sur le territoire territoire. Voilà. Très bien. Donc oui, c'est selon où le PRE se situe, on ne va pas toucher aux mêmes droits. Parce qu'effectivement, on a le droit de la chasse, droit des ICPE, droit des espèces protégées, droit les produits phytosanitaires. Donc voilà, donc il y a aussi un panel là à prendre en considération qui fait que ça prend du temps et qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Là, je vous avais mis des petites slides donc ce qui se passe en baie de Somme, c'est on a des espèces protégées, on a le gravelot et on a le chou marin. Voilà, c'est pour vous donner un petit aspect aussi qu'en pratique, on peut accompagner des inspecteurs de l'environnement en tant qu'attaché de justice ou magistrat s'il a le temps. Voilà, c'était aussi pour donner un peu un aspect concret de ce qu'on fait en tant qu'attaché et au PRE. Donc là, en l'occurrence, j'avais pu accompagner les inspecteurs de l'Office français de la biodiversité sur le terrain lors d'une opération aire protégée, où ils font plus une action de sensibilisation auprès des touristes, beaucoup en baie de Somme à l'époque de mai, et leur dire, par exemple, ne pas laisser divaguer les chiens dans les nids des gravelots. Voilà, donc ça, c'est du concret, et ça, c'est de l'environnement. Il y a des espèces végétales protégées aussi, et donc ça, la plante que vous voyez, donc le chou marin, en fait partie. Et les piétinements, c'est là aussi où on voit que l'environnement, c'est pas que les gros trafics de déchets ou d'espèces protégées. Le piétinement d'une plante ou voilà, déranger une espèce protégée, c'est une infraction, et voilà, on va de la contravention au crime. Donc c'est vaste. Je te laisse passer, Léna, le diapo. Je voulais bien mentionner, donc, avant de venir sur Amiens, ce qu'on peut trouver, avant d'intervenir ce soir, j'ai fait un petit message à mes homologues, donc attachés assistants des PRE, pour leur dire, bon, bah, n'hésitez pas à me dire si je peux faire un passage de pratique de ce qui se passe chez vous aussi. Et il faut mentionner que en moyenne, il y a 25 dossiers par PRE depuis leur création qui sont comptabilisés, donc qui ont été saisis. Donc voilà, on est depuis 2020 à en moyenne 25 dossiers par PRE. C'est positif parce que PRE, c'est pas parquet environnement.
C'est-à-dire qu'on estampille un dossier PRE, il a une certaine ampleur du fait d'un contentieux, de la technicité et de sa complexité. Donc, par exemple, tous les jours, au quotidien, on n'a pas tous les jours un dossier PRE à étudier. On va être sur du courant, ça peut être que donc de notre ressort parquet environnement. Et voilà. Et alors, par exemple, des gros dossiers d'ampleur, on va avoir la CGIP qui va être mise en place. Et ça c'est effectivement, comme l'a dit Monsieur Delvaux, juste titre, la CGIP prend de l'ampleur et on la voit de plus en plus utilisée. Nous, en plus, on se partage la pratique entre les parquets. Et on voit que effectivement, c'est une alternative, s'il faut le dire, c'est une alternative qui permet quand même de stopper une pollution assez rapidement. Je pense à ma collègue de Nîmes qui m'expliquait qu'il y avait eu une CGIP dernièrement. Lors de les faits, c'était un déversement des eaux. Il fallait, enfin, oui, c'est ça, déversement des eaux. Donc, stopper la pollution au plus vite. C'était réglé très rapidement, en 2 semaines. Et tout ça parce que l'OFB avait été très proche aussi du parquet. Et elle m'a indiqué qu'en fait, aussi, ce contact très, il y a un réflexe de contacter téléphone, parquet, OFB, et ça, c'est vrai que ça se voit de plus en plus. Ça a permis une célérité de la procédure qui est quand même hyper intéressante. Alors ça, c'est sur le concret, les faits. Factuellement, ça a été réglé rapidement, la pollution a stoppé. Par contre, il faut parler du temps que ça prend. La CGIP, après, au niveau judiciaire, elle a pris entre, je ne sais plus également si c'est 8 mois, enfin, il faut compter en mois le fait de communiquer la CGIP, la rédiger, la communiquer aux mises en cause et l'accepter, etc. Et la phase de négociation. Je pense aussi aux collègues de Marseille, où beaucoup de CGIP ont été mises en place là-bas, et effectivement, ça demande un certain temps. Néanmoins, comme le référé pénal environnemental, qui est aussi à citer parce qu'il fait partie des outils qu'on a à disposition, en environnement, c'est efficace et permet de stopper rapidement une pollution ou une atteinte à l'environnement. Voilà pour quelques partages de pratiques. Donc là, je vous ai mis une affaire environnement récente au parquet d'Amiens. C'était sur pas un trafic, on n'est pas là, mais c'était de la pêche illégale quand même à la civelle, là où c'est un enjeu très important pour la biodiversité et l'économie, parce que c'est un des trafics les plus lucratifs au monde. Et il y a un commerce triangulaire, en gros, qui passe de l'Europe, puis l'Afrique, puis va vers l'Asie, parce qu'en Asie, ça peut être comptabilisé à 5 000 € environ le kilo. Donc en baie de Somme, on a un gros enjeu, parce que les courants marins font que il y a certaines périodes où si les courants sont assez chauds, elles viennent se reproduire. Et certaines personnes sont très au courant de ce genre de choses et donc vont les pêcher. Et voilà, donc le contact aussi avec tous les services avec lesquels on travaille est important parce qu'on peut connaître de plus en plus ce type d'enjeu qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, moi, je viens du sud-ouest, je ne savais pas que la baie de Somme était praticable pour la pêche à la civelle. Donc, c'est encore une fois très concret. Et donc, cette personne a été condamnée à des amendes assez importantes, 350 € pour les amendes délictuelles et 90 € pour les contraventions, avec 1 € de préjudice moral pour la fédération de pêche, donc qui s'était constituée partie civile, et qui a salué lors de l'audience d'ailleurs l'implication du ministère public sur ces enjeux. Là aussi, on a vu, je trouve, un changement où la fédération de pêche a eu un lien avec le parquet qui n'était pas le cas auparavant, où elle est allée remercier et dire, bah là, on a vu que effectivement le dossier il était bien bétonné. Ce qui me rappelle, Léna, que tu parlais des audiences dédiées. À Amiens, par exemple, c'est pas encore en place parce qu'il a été estimé par les chefs de cour qu'il n'y avait pas encore assez d'affaires pour vraiment bloquer une audience, mais ça ne saurait tarder. On va peut-être avoir une audience dédiée à affaires techniques spécifiques, donc on intégrera peut-être l'urbanisme et l'économique et financier. Néanmoins, c'est effectivement des choses qui, là aussi, prennent de l'ampleur dans les différents parquets. En partage de pratiques également, je pense à effectivement une collègue de Tours qui faisait part des contrôles interdépartementaux et interservices thématiques. C'est l'idée d'avoir une thématique, par exemple le trafic de biodiversité, et d'avoir tous les services, que ce soit OFB, les douanes, la gendarmerie, les inspecteurs de l'administration, qui font tous ensemble des contrôles à une certaine période donnée sur un même thème, en rassemblant les départements. Et c'est là où on voit aussi que ça monte en puissance, c'est que les gens se parlent et on va aussi cibler des contrôles sur des contentieux particuliers
parce qu'il y en a énormément et qu'en fait, ça dépend aussi de la politique pénale en place. Et la politique pénale, elle ne peut que se mettre en place aussi grâce à une pratique qui se forme. C'est pas on décide d'aller sur ce contentieux et on y va. On voit en fait en pratique que la pratique va permettre de nourrir ces orientations de politique pénale et se nourrit aussi d'ailleurs des orientations qui sont données par l'administration. D'où le fait que je vous parlais de cette coordination administration-judiciaire, qui est à mon avis ce qu'il faut avoir en tête actuellement pour le futur des PRE et de la justice environnementale en France, en tout cas, dans le futur, pour moyen long terme, cette coordination-là, elle est essentielle. Qu'on crée ou non un genre de PNF, donc l'équivalent du parquet national financier, qu'on ait un parquet national environnemental sur les années à venir, ce serait peut-être intéressant, à mon sens, sans enlever les PRE pour garder ce côté local, mais l'équivalent d'un gros parquet permettrait en fait peut-être d'avoir cette connaissance de la coordination et de donner une certaine harmonisation à ces deux politiques qui doivent toujours en fait travailler ensemble. Voilà, tu peux changer le diapo et je vais m'arrêter là parce que je parle trop. Et je pense qu'on est pas mal sur déjà ce que je voulais vous donner, sachant que je suis ouverte bien sûr aux questions. Oui, bon, ce que je vous l'ai dit, la connaissance des acteurs du terrain, c'est essentiel. C'était là pour répondre à la prospective sur le long terme. Voilà, il faut sensibiliser, continuer de sensibiliser. Et je trouve que le travail de ce rapport, évidemment, il est essentiel parce qu'il donne du concret, il donne une vraie idée, je trouve, de ce qu'on fait. Et puis, il va permettre voilà, de faire connaître les PRE. Et effectivement, je ne vais pas revenir sur le besoin de moyens. Et j'insiste sur le besoin de temps parce qu'on le voit pour tous les autres dossiers, que ce soit les violences intrafamiliales, économiques et financiers. C'est un métier, magistrat, qui traite donc d'une procédure pénale, appelle à quand même une connaissance de beaucoup d'aspects techniques du droit. Et il y a toujours un temps. Et si on parle des délais judiciaires, c'est qu'il y a une raison. Et ça, on s'en rend compte quand on travaille au sein d'un tribunal, et en l'occurrence du parquet. Et dernière chose, c'est le lien entre parquet et siège. Ça aussi, sur le long terme et sur le futur, il faut que le lien parquet-siège se développe. D'ailleurs, nous, attachés de justice au PRE, on est 50-50. Normalement, moi, je peux travailler beaucoup plus au parquet, mais on est censé aussi produire pour le siège. Et on travaille avec le parquet général. Donc, tout ce petit monde doit communiquer. Et tout ça se met en place. Voilà, je pense à mes collègues qui sont peut-être sur le webinaire et qui pourraient sûrement m'appuyer sur ce que je suis en train de dire. Merci en tout cas, et je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup pour ces perspectives encourageantes. Et puis, nous allons passer aux questions, une petite vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Pendant qu'il y a cette partie sur l'élaboration des questions, je voudrais juste revenir un moment sur ce qu'a dit Juliette sur le parquet national, et puis ce qu'a dit Jérémy tout à fait au début, qui est très très intéressant sur regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières. Il y a une expérience d'un parquet national environnemental, mais qui n'est qu'une autorité de poursuite, c'est en Espagne. Et en fait, en Espagne, bien antérieurement pour le régionaux environnementaux, je crois que ça date du début des années 80, 90, en fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément une meilleure prise en compte des questions environnementales parce que ce parquet national, ce qu'il traite principalement, ce sont des atteintes à l'urbanisme. Alors, indirectement, hein, ça a un effet sur les atteintes à l'environnement. L'exemple de la Chine est aussi assez intéressant parce que, bon, il y a presque un milliard d'habitants, on a 60 et quelques millions en France, on a 35 PRE, il y en a plusieurs centaines, en Chine. Mais c'est assez intéressant que dans un État qui est quand même marqué par le centralisme démocratique, le choix judiciaire qui a été fait
a été d'avoir un niveau qui soit extrêmement local pour traiter des atteintes. Ce qui ne veut pas dire il ne doit pas y avoir une coordination au niveau national. Mais ça, c'est le rôle c'est le rôle du garde des Sceaux et de la chancellerie que de faire des directives fortes de politique pénale sans qu'il y ait pour autant besoin d'y avoir un parquet national. Là où il peut y avoir une discussion sur la nécessité d'avoir une instance nationale, c'est sur le volet de coopération internationale et coopération européenne. Quand la directive protection de l'environnement par le droit pénal sera transposée, quand la France ratifiera la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal, là, il faudra peut-être se poser la question parce que ça vient renforcer la coopération sur le plan européen, de l'Union européenne, et puis sur le plan international avec la Convention du Conseil de l'Europe, de savoir s'il n'y a pas besoin d'y avoir euh, un instrument au niveau national pour faire de la coopération nationale. Mais je suis pas complètement, c'est une opinion complètement personnelle, hein, de la nécessité de s'engager sur un parquet national au risque d'avoir une dilution quand même des affaires. Oui, il y a aussi une partie de la doctrine qui envisageait la régionalisation et de ne garder que un PRE par région et non plus par ressort de cour d'appel, ce qui permettrait de rééquilibrer avec les pouvoirs du préfet. C'était une idée qui a été proposée. Ah, là, on a une question. Pourriez-vous revenir un instant sur le lien entre le parquet et le siège au sein des PRE, sur les façons dont ils se matérialisent au quotidien et dans vos échanges, et éventuellement sur ces différences, si elles existent, avec le lien habituel parquet-siège? Est-ce que Juliette, tu veux répondre à la question, Oui, bien sûr, pas de cette problème. question? Je tiens à dire que ma caméra est. Je ne sais pas si je l'ai, mais j'ai rien touché. Si on ne me voit plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Oui, le parquet et le siège, bien sûr. Alors, en pratique, moi, là où je suis, donc à Amiens, bon, déjà, il y a toute cette question qui est un peu évitée parce que on est timé, mais ce fait d'être attaché de justice, déjà, tout simplement, au-delà d'être au PRE. Attaché de justice, on a un statut un peu aujourd'hui, un peu entre deux eaux parce que on est entre les directeurs et directrices de greffe, le procureur si on est au parquet, le siège. On ne sait pas toujours qui doit nous gérer. Objectivement, hein, c'est pas, comment dire, c'est du fait de notre statut qui vient un peu bousculer, on va dire, la pratique de tellement d'années au sein de la magistrature. Bon, déjà ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Comment, en tant qu'attaché de justice, je me situe dans la juridiction. Un coup, je vais au parquet, un coup au siège, mais qui vais-je voir au siège? Est-ce que je vais voir le président, le vice-président ou les assesseurs? Est-ce que je peux aller en audience? Pour le PRE, moi je suis 50-50, donc à un moment donné, il a fallu y aller. Et je comprenais que dans la pratique, c'était pas établi de faire un lien siège-parquet. Je parle encore une fois pour là où je travaille. Donc, on a voulu mettre ces audiences dédiées, par exemple, en place, mais on s'est aperçu que peut-être ça allait bloquer trop de créneaux d'audience. Voilà, je sais que mon magistrat référent au parquet aussi aime l'idée, mais pour l'instant, on essaye de bétonner la pratique. Euh, En pratique, moi, j'ai maintenant une réunion bimensuelle avec le président du TJ, qui est donc l'équivalent de mon manager si on était dans le privé, là où le procureur va être mon référent au parquet. Mais j'ai un référent aussi qui est substitut de procureur de la République, puisque c'est lui qui est en charge du PRE. Donc voilà, et je dois faire le point sur l'activité du PRE, donc à cette réunion bimensuelle. Et à chaque fois, on me donne des objectifs que je dois faire oui, avec mon magistrat du parquet. Et dans la pratique, les objectifs, ça va être pour le moment d'assister les magistrats lors des audiences et de produire de nourrir, quoi, de produire des notes de recherche juridique. Pas tant des synthèses, parce que des fois, les synthèses,
ça peut arriver, mais il faut éviter de perdre du temps. Donc là où le dossier peut-être est clair, on va surtout me demander de voilà telle question juridique, qu'est-ce qu'on en dit, etc. Et de là, on voit que ça se bâtit et aussi sur harmoniser par exemple les peines. Donc voilà, je dois faire ce genre de travail. Et aussi à l'instruction, on peut avoir des dossiers PRE à l'instruction. Donc là, on doit avoir pareil un lien avec les juges. Et donc je vais régulièrement, je pense une fois par mois, essayer d'aller voir ce qui se passe. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de dossiers environnement encore à ce niveau-là, mais voilà. Et après, il y a le lien avec le parquet général, où là, dans les textes, donc la directive de 2023 sur la justice pénale environnementale indique une réunion au parquet général tous les ans avec les référents environnement du ressort ainsi que le référent du parquet général environnement. Et ça, c'est que parquet. Donc les référents environnement sont que au parquet dans les tribunaux judiciaires. Et cette réunion de parquet général, elle met en place la politique pénale environnementale pour l'année et elle donne des axes, ouais, des directives pour l'année et quelles sont les priorités. Tout en faisant, alors voilà, selon les PRE, là aussi ça peut être différent, mais je pense que j'ai vu des retours de Nîmes, de Besançon, de Bayonne. On a un peu la même pratique où on invite aussi les acteurs à cette réunion-là. Donc l'OFB, l'Adréal, l'OCLAESP aussi, nous, à Amiens, on invite donc les inspecteurs de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement. S'il y a quelqu'un du Cézanne, on l'y convie également, commandant pour l'environnement et la santé, qu'il faut mentionner aussi, c'est un acteur assez important dans la justice environnementale, qui font une belle base de données. Donc voilà, c'est un peu ça en pratique, mais on est beaucoup plus, nous, en tant qu'attachés de justice, et l'environnement, c'est beaucoup plus au parquet pour l'instant que ça se pratique. Mais il faut le dire avec les associations qu'il faut, à mon sens, vraiment, il faut aller à la rencontre des assos et il y a des Colden, je sais qu'il y a les Colden pléniers invitent certaines associations parce qu'elles sont les sentinelles en fait de l'environnement sur le terrain, au-delà donc des services de l'État et elles permettent de savoir, de signaler et tout et puis elles se constituent souvent en partie civile. Donc aussi grâce aux associations qui demandent souvent donc une préjudice, une rémunération au titre du préjudice écologique. Ça fait monter en hausse forcément le contentieux, parce que plus il va y avoir de ces demandes-là, plus les amendes souvent ont un sens, elles deviennent cohérentes et donc elles sont à la hausse. Si on regarde l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble sur le Pigargue, c'était en mai dernier, mai 25, on voit que la Cour d'appel, elle a triplé la condamnation au civil, donc sur le préjudice écologique. Et ça, je pense qu'il y a eu une grosse action des associations sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est le civil, il faut vraiment pas l'oublier, le siège non plus. Et c'est un peu notre rôle, je pense à nous, euh, au court moyen terme, aux attachés de justice et assistants spécialisés. Voilà. Et si je peux me permettre, je pense que le parquet national, j'ai pas voulu dire que je suis pro parquet national, mais sur le long terme, je pense que si on vise aux crimes environnementaux, trouverais ça intéressant qu'il y ait un parquet dédié en fait vraiment à l'infraction, aux infractions criminelles environnementales. Et je pense qu'en ça, au vu de comment fonctionnent les histoires de budget et la concentration de budget, comment c'est alloué, je pense que l'efficacité résiderait dans la création d'un seul et même parquet national, encore une fois, pour la criminalité. Là où les délits, les contraventions, pour l'instant, en plus, au vu de la pratique qui se forme encore, bah, ça peut très bien être géré par les PRE. Et voilà, c'était aussi sur ça que je voulais rebondir. Mais c'est un débat intéressant du moment. T'as pas ton micro, Léna, t'as pas ton micro ouvert. Merci. Je disais que j'avais eu une alerte qui disait que la réunion allait peut-être bientôt se terminer. Je ne sais pas si ça coupe automatiquement. Non, non, c'est juste une information. D'accord. Alors, on a le temps pour la deuxième question qui est également, je pense, dédiée à Juliette. Est-ce que le mandat rémunéré d'agents de recherche privés détectives, plus souple, réactif et indépendant sur le terrain que des agents publics, je pense notamment aux ESP de l'OCLAESP, est une perspective envisageable pour les magistrats des PRE? Ce type de partenariat ne demande qu'à être développé. Est-ce que vous avez eu affaire à ce type
d'intervention, Juliette. Tu peux reformuler la première partie de la question? Je ne l'ai pas sous les yeux, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Est-ce que vous avez fait appel à des agents de recherche privés? Est-ce que le soutien d'agents de recherche privés serait bénéfique pour les PRE? Alors ça, ok, intéressant comme question. Le soutien de recherche privée, un peu comme on a oui, des détectives privés en... Oui, c'est ça, merci Anouk. Donc, c'est-à-dire un peu comme des détectives privés pour les familles ou ce genre de choses. Enfin, si ça peut être un peu précisé. Enfin, Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est mis détective dans la question. alors, c'est intéressant parce que je sais qu'il y a, je connais dans mes connaissances dans le domaine un peu justement Cézanne, réserviste au Cézanne, qui est une personne intéressante qui a créé son entreprise d'aller, mais en fait, elle va pas signaler au parquet, elle va plus aller aider les entreprises sur la réglementation des chimiques, des pétrochimiques précisément des entreprises. Donc c'est plus, je pense que si les gens se constituent en privé, en personne privée pour aider la justice, ça va plus être déjà dans un premier temps d'aller voir si les personnes morales souvent sont aux normes parce qu'aussi, ce qu'on voit dans l'environnement, il faut le dire au quotidien, c'est qu'il y a des fois, on est face à des personnes qui sont de bonne foi. Alors, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais il y a cette prolifération de normes qui a été quand même une caractéristique du contentieux environnemental. Ça a entraîné que certaines personnes morales qui sont en place depuis un moment suivent pas toujours. Alors, on est, comment dire, on doit toujours être au courant de la loi, bien sûr, mais on voit ça. Donc, je pense que c'est ça que j'entends quand on parle de personnes privées qui pourraient aider. J'ai plus l'impression que ce serait dans ce sens-là. Mais sinon, il y a tellement de services de l'État et d'acteurs et aussi des associations que je ne sais pas trop si ça aurait une utilité. Après, sûrement, enfin, je pense que là, tout est bon à prendre si ça peut faire monter en fait en puissance ce domaine, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà quand même beaucoup de services quand on voit tout l'organigramme d'une DREAL, d'une DDT, puis au niveau après de la police judiciaire, donc avec l'OCLAESP qui a quand même formé énormément de gendarmes. Il y a un référent environnement aujourd'hui par brigade, il faut le dire. Je sais pas, mais je serais intéressée de mieux peut-être comprendre la question pour mieux y répondre. Et je vois pas les questions en fait, enfin, je vois pas les réponses s'afficher. Dans le chat. Donc, il y a Anouk Rosy qui a répondu en partie. Et puis, Monsieur Nadeau précise que c'est pour matérialiser un trafic de déchets, une pollution du cycle de l'eau, des décharges sauvages, des corruptions ou des collusions avec le BTP. Ah oui, ouais, bah c'est ok, c'est un peu ce que j'ai compris. Bah, je pense que l'OFB fait énormément de travail là-dessus, Adréal aussi. Après, ce qui serait intéressant, c'est s'il y a un acteur hyper spécialisé là-dessus qui se met en lien avec l'OFB et après, il y a un lien qui est fait avec le parquet et là, on travaille tous ensemble. Et, il faut parler de la co-saisine qui est très intéressante dans l'environnement pénal de co-saisine. Donc, c'est quand on saisit, le parquet saisit pour l'enquête et la gendarmerie et l'OFB, par exemple, plus des inspecteurs de l'administration. Ça, c'est une pratique qui est de plus en plus mise en place, je pense. Ça y est, on y arrive, mais c'est un pan très important des procédures pénales environnementales. Voilà. Merci pour ta Et réponse. je Oui, voudrais revenir un moment sur la question du lien entre le parquet et le siège. C'est vrai que donc entre les procureurs et les juges, c'est vrai que les pratiques sont extrêmement différentes. Mais quand on regarde un peu ce qui a pu se passer, alors c'est qu'un bout de la réponse sur le développement des CGIP. En fait, les CGIP, elles se sont beaucoup développées en dehors des PRE, paradoxalement. Alors que au départ, l'hypothèse, c'était que ça se développe dans les PRE. Et quand elles se sont développées dans les PRE, celles qui ont abouti dans les PRE, c'était parce qu'il y avait
des présidents de tribunaux qui étaient très investis sur les affaires environnementales, sur les questions environnementales. Sur le référé pénal environnemental, qui est quelque chose qui est très ancien et puis qui a ressurgi ces 2 ou 3 dernières années, comme pouvant permettre de pouvoir disposer d'une réponse rapide euh, pour faire cesser une situation d'urgence. Là où ça s'est développé, puis alors là où on a eu une grosse décision référé pénal environnemental, c'est tribunal judiciaire de Bayonne, qui est un pôle régional environnemental. Le référent environnemental, ça met en cause le parquet, parce que c'est le parquet qui va être au début de la manœuvre, mais nécessairement un juge des libertés et de la détention qui va avaliser la procédure. Et il y a une décision à laquelle je vous renvoie, très intéressante, qui a été rendue par le JLD de Bayonne, qui se trouve être la présidente du tribunal de Bayonne, qui est très active et qui fait que le pôle, il marche pas simplement sur un pied qui serait le parquet, il marche sur 2 pieds, qui est le parquet et le siège. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je tente une dernière question ou remarque si nous avons encore le temps. Étant donné que les critères de compétence et de dessaisissement au profit du PRE semblent parfois flous ou du moins non harmonisés, rendant ainsi la suite des saisines incertaine, je m'interroge sur la place des avocats en pratique dans le développement et la promotion des PRE. Pouvez-vous nous partager votre avis? Juliette? Ouais, moi, Monsieur Delbos qui parlait justement des avocats tout à l'heure. Je, pour l'action des avocats précisément pour développer les PRE, si à la limite ce qui peut être dit, c'est que plus on va, en fait, les magistrats savent qu'il y a de plus en plus, enfin, qu'il y a des cabinets spécialisés en droit de l'environnement. Et donc ça, forcément, ils savent que du coup, il faut être préparé pour bien connaître les dossiers, parce que c'est essentiel de partir sur les mêmes bases. Donc je pense que c'est en ça qu'on fait évoluer la justice environnementale entre magistrats et avocats, un bon lien, et puis de par une spécialisation qui est beaucoup plus présente au niveau des avocats qu'au niveau des magistrats, entraîne que les uns vont finalement vouloir se mettre à niveau. Après, en pratique, alors je ne sais pas pour mes collègues ça, pour le coup, j'ai pas trop de lien avec les avocats. Je pense aussi de par les questions de principe de neutralité, d'indépendance, etc. Voilà. Bon, pour les animaux, pour tout ce qui est maltraitance animale, mais alors ça, en théorie, c'est pas du PRE, c'est ni même du parquet environnement, c'est du parquet d'action publique générale. Ordinaire. Ouais. Oui, voilà. Mais je sais que bon, s'il y a un lien avec des avocats, ce sera surtout sur les questions de maltraitance animale. Parce qu'en pratique, du coup, le parquet environnement a englobé la maltraitance animale, en tout cas à Amiens, et je sais que c'est dans pas mal de PRE. Vous voyez, c'est aussi ça, c'est cette histoire de. On dépend des personnes quand même dans les juridictions. Vous parliez, Monsieur Delbos, de la présidente, évidemment, du PRE, au PRE de Bayonne, qui est très active. Et oui, et donc PRE de Bayonne est un exemple souvent pour beaucoup de procédures. Et en fait, on dépend en fait aussi de la volonté, de l'investissement, etc., des personnes au sein des juridictions même. La fameuse phrase, oui, ça dépend des personnes. Donc je pense que le lien avec les avocats, c'est peut-être selon les parquets, mais ici, en tout cas, ça ne se voit pas. Voilà. Super. Oui, je pense qu'il y a un mouvement qui est en train de se produire chez les avocats. Ce n'est pas complètement indifférent que ce soit l'école de formation du barreau de Paris qui, en formation continue, propose un cycle de formation. Il y a la moitié des avocats de France à peu près qui sont inscrits à la cour d'appel de Paris, enfin au barreau au barreau de Paris. Alors, comme moi, j'ai dirigé les 2 sessions de formation, chaque fois une vingtaine d'avocats. C'est pas des spécialistes,
C'est plutôt des avocats qui sont soit publicistes, soit pénalistes ordinaires, qui veulent avoir une compétence, une qualification, une compétence supplémentaire. Cette formation, elle a commencé à être connue et ce qu'on voit apparaître, c'est en formation continue des écoles de barreau qui sont très demanderesses de pouvoir avoir des modules dans lesquels on leur expliquerait la complexité du droit de l'environnement en 10 sessions ou 5 sessions de 2 heures plutôt le soir. Euh, et en fait, cette phase-là, quand on leur dit non, non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus construit, ils l'entendent assez vite et ils se redéploient en disant, OK, on va bâtir des modules qui soient des modules constitués, construits pour donner aux avocats, y compris dans des barreaux de taille moyenne, que des avocats puissent avoir euh, le bagage nécessaire. Et dernièrement, le Conseil national des barreaux a mis en ligne un guide qui s'appelle le guide de l'avocat pour la transition écologique. Enfin, je suis pas sûr, je suis pas complètement sur le titre, qui est en une centaine de pages, une espèce, c'est pas péjoratif, hein, une forme de guide que les avocats peuvent avoir à portée de main, même s'ils ne sont pas spécialisés, lorsqu'ils ont un client qui vient leur poser une question qui a à voir avec le droit de l'environnement. Ils vont trouver là un certain nombre de ressources qui vont leur permettre de pouvoir arriver à apporter un premier niveau de réponse sans spécialisation. Tout ça pour dire que c'est un mouvement. Les PRE, ils ont quand même permis en 5 ans de faire passer le nombre d'affaires de 1 et quelques à peu près un peu plus de 3,5%, si j'ai bien vu les chiffres, c'est les chiffres 2024. Hein. Euh, donc il y a une croissance. C'est pas une croissance exponentielle, c'est une croissance lente. Les avocats, c'est pareil. En fait, c'est les avocats qui vont porter à un moment donné les affaires et qui vont obliger les juridictions à renforcer leurs propres compétences et leurs propres qualifications. Les PRE à renforcer leurs propres qualifications. Et dernière chose, il ne faut pas oublier quand même que ce qui, par moment, fait bouger les systèmes, c'est triste à dire, mais c'est les catastrophes. Et donc, un des gros arguments, quand même, c'est de dire est-ce que on a suffisamment anticipé la catastrophe qui peut se produire, la catastrophe environnementale qui peut se produire à tel ou tel endroit et qui, derrière, va générer toute une procédure dans ce qu'on appelle des procès sériels, avec un très grand nombre de victimes, comme on l'a connu en matière de terrorisme, comme on l'a connu par exemple sur AZF, qui est un procès, et comme on en connaîtra peut-être sur Lubrizol. Mm. Merci beaucoup. Et puis, je remercie l'ensemble des participants. Je remercie également l'antenne nationale de Notre Affaire à tous, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Euh, Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Bonne soirée à tout le monde. Merci. bonne soirée.